Alors j'en parle plus de ce roman parce que je pense qu'il n'aurait pas dû être édité. J'aurais préféré qu'il reste dans mes tiroirs. Meta décide de fermer mon compte Instagram. Je trouve que les réseaux sociaux sont toxiques. J'utilise ChatGPT. Si un jour j'ai envie d'écrire un polar, tout le lectorat que j'aurais construit sera perdu. Bonjour Edise, Bonjour. merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter, revenir un peu sur ton parcours et ton milieu et ton rapport avec le livre en général? Oui, donc je m'appelle Élise Sardan. Je suis autrice professionnelle depuis 2021. Avant ça, j'ai travaillé 10 ans dans la communication. Donc j'ai fait un master en communication, enfin un parcours assez classique. Et j'ai quitté mon travail dans la communication en mai 2024 pour, à la base, donc j'avais fait un bilan de compétences et je voulais devenir libraire. Mais en fait, je me suis aperçue que je voulais pas devenir libraire et que, en fait, moi, je voulais écrire des livres, enfin, continuer à écrire des livres et vivre de mon activité d'autrice. Donc, en fait, je me suis formée à ce moment-là à l'auto-édition, en sachant qu'avant, j'avais déjà publié 3 romans en édition classique, donc par des maisons d'édition. Il y a des maisons d'édition. Et j'en suis arrivée à écrire par ma passion de la lecture à la base et par le besoin de trouver une activité, comme beaucoup d'entre nous pendant le Covid, en 2021. Voilà, quand une autre partie de ma vie, donc le voyage, s'était un peu arrêté. Et je me suis dit, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me passionne? La lecture. J'ai toujours aimé écrire aussi. Je vais tenter. D'accord. Et voilà, c'est comme ça que je me suis lancée dans l'écriture. Ok, tu t'es formée en 2024. Mm. À quel point ça a été essentiel pour ton parcours pour enfin devenir une autrice? Tu en tires quelles leçons? Ça m'a fait gagner. En fait, tout ce que j'ai appris dans cette formation, qui était très bien, c'était une formation sur l'auto-édition, enfin sur l'édition indépendante. Et en fait, déjà, le shift entre passer d'une maison d'édition traditionnelle à l'édition indépendante, c'est fait parce que donc mes 3 premiers romans, comme je disais, ont été publiés en maison d'édition. Et en fait, l'expérience globale s'est bien passée. Mais il faut savoir qu'en maison d'édition, un auteur gagne à 8 à 10% de droits d'auteur et est payé une fois par an. Et en fait, moi, mon idée, c'était d'en vivre. Et en étant payé une fois par an avec 8 à 10% de droits d'auteur, mes calculs, quand je les ai faits, ça collait pas. Enfin, je pouvais pas en vivre. Et du coup, je me suis dit, je vais m'intéresser à l'auto-édition, que j'avais complètement laissé de côté avant parce que pour moi, la seule voie, c'était un peu la voie de la maison d'édition. Et j'ai fait cette formation. Et en fait, cette formation, je pense que tout ce que j'ai appris dans la formation, j'aurais pu le trouver à droite à gauche, mais j'aurais dû le chercher, j'aurais dû être sur des sources, j'aurais dû croiser les sources, écouter plusieurs intervenants, enfin voilà. Et en fait, ça m'a permis de gagner un temps vraiment incroyable parce qu'on m'a tout expliqué de A à Z sur comment, de l'idée à la publication du livre. Et je me suis aperçue que surtout avec mon expérience en communication, j'avais quand même déjà une bonne partie de choses que je maîtrisais, en tout cas que je connaissais, que je connaissais. Et c'est pour ça ça m'a apporté en fait un gain de temps assez fou. Ok. C'est vrai que tu as quand même un avantage concurrentiel, je pense, à avoir fait de la formation, aussi des études de communication. Oui. Peut-être rembobinant un peu avant. Donc je dis que tu es passionné par le voyage. Est-ce que tu peux nous en parler? Et surtout, à quel point est-ce que cette passion t'a peut-être permis à écrire, je sais pas, à découvrir des choses? Oui, alors j'ai commencé à voyager quand j'avais 24 ans, il y a 10 ans. Et je suis partie d'abord en Australie pour un voyage de 6 mois à la base. Et puis en fait, je suis rentrée 7 ans plus tard. Mais en attendant, j'ai fait le tour du monde Incroyable. plusieurs fois, dans plusieurs sens. Bon, mon empreinte carbone est catastrophique, mais bon, c'est un autre sujet. On peut la cacher. Mais voilà. Et en fait, j'ai mis j'ai mis le doigt dans l'engrenage du voyage par ce premier séjour en Australie. Et en fait, j'avais la chance de pouvoir travailler à distance dans la communication. Okay. Et j'avais un emploi qui était entièrement à distance. Et en fait, mon employeur se moquait que je sois en Vietnam, aux États-Unis, ou en Amérique du Sud. Et du coup, un voyage en entraînant un autre, j'arrivais pas à m'arrêter. Enfin, j'avais toujours envie de découvrir de nouvelles choses. Et puis après est arrivé le Covid. On sait tous. Donc voilà, l'écriture est arrivée dans ma vie à ce moment-là. Mais le voyage m'a... En fait, je pense que le voyage m'a inspiré beaucoup de choses et surtout faisait que mon cerveau était toujours à la recherche de nouveautés et toujours même pas à la recherche, mais avait toujours des idées qui popaient à l'intérieur parce que je voyais telle chose, je sais pas, même des détails, mais par exemple en Asie du Sud-Est, de voir des gens les temples, les offrandes, plein de choses en fait qui, je pense, se sont accumulées, sont restées dans mon esprit et après ont redonné des choses dans mes livres. Je n'utilise pas directement mon expérience
à part dans mon 3e roman, justement, qui est encore en maison d'édition, qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui déteste, qui adore sa routine, qui veut absolument pas sortir de sa routine et qui se retrouve en Thaïlande et qui déteste le voyage et qui a peur de tout. Ok. Et dans ce roman-là, j'ai mis des choses vraies, un peu romancées, mais des histoires qui me sont vraiment arrivées. Mais à part ça, sinon, c'est le voyage, en fait, je trouve que ça ouvre l'esprit. Enfin, c'est très cliché de dire ça, mais ça permet vraiment de découvrir toujours des choses. Et c'est toutes ces choses qui se cumulent un peu et qui, après, donnent des idées pour écrire. Ouais. Je pense. C'est un peu à contre-pied quand même l'histoire jeune femme qui adore sa routine dans un roman. Oui, mais en fait, c'est une jeune femme très anxieuse. Ça, c'est un peu moi pour le coup. Mais en fait, je voulais montrer, c'est un peu un livre donc c'est du contemporain feel good et à la limite du développement personnel. Je déteste les livres de développement personnel. Enfin, non, je déteste pas, mais c'est pas mon truc. Mais du coup, je l'appelle pas comme ça. Mais il y a quand même un parcours de vie où en fait, je voulais montrer que on pouvait choisir sa vie, on pouvait évoluer, on avait le droit de changer d'avis, on avait le droit de changer de perspective et voilà. Ok. Aujourd'hui, le voyage, la page est tournée. La page chapitre à venir. Oui, non, la page est tournée un peu depuis. Je suis rentrée en France en début 2023 pour plusieurs raisons. Et maintenant, c'est plus des vacances ici et là, mais plus de longs voyages pour l'instant. Okay. On ne sait jamais. Je me permets d'interrompre ce formidable entretien avec Élise pour vous parler de Vitanova, l'atelier littéraire en ligne qui vous permet d'enfin finir votre roman. Vitanova est un vrai assistant pour vos romans qui vous accompagne tout au long de votre processus d'écriture. Relecture, structuration, envoi aux maisons d'édition. C'est la solution qui vous permettra peut-être d'enfin finir votre roman, d'éditer ou d'auto-éditer pour connaître le même succès qu'Élise. Je vous remercie de votre attention et je vous laisse finir l'épisode. Si je rembobine encore un peu plus... Ton rêve de gosse, c'était quoi? C'était autrice ou ça n'a rien à voir? Non, je pense qu'en fait, j'avais même pas conscience, parce que je dévorais des romans quand j'étais petite, mais je pense que j'avais pas conscience que ça pouvait être un métier. Qu'il y avait des gens... je savais que les gens les écrivaient, j'étais pas... Voilà. Mais je pensais pas que... En fait, souvent, la société nous dit qu'il faut avoir un métier... quand on parle, par exemple, même au lycée, avec la conseillère d'orientation... déjà, moi, à l'époque, je lui avais dit que je voulais travailler dans une médiathèque. Et elle m'avait dit « Ah non, c'est pas possible parce que de toute façon, les livres, il n'y en aura plus dans 10 ans. » Et du coup, moi, j'avais un peu écouté, naïvement. Et en fait, j'ai laissé tomber ce truc, alors qu'en fait, je pense que j'aurais adoré travailler dans les bibliothèques, médiathèques. Mais disons que pardon, je me suis perdue sur la question, par exemple. Non, mais mon rêve de gosse, c'était pas d'être autrice, c'était... je voulais être archéologue à un moment. J'avais dû regarder Jurassic Park. mais en tout cas, j'ai toujours eu cet attrait pour l'écriture. J'écrivais beaucoup. J'ai commencé plein de livres quand j'étais petite, mais des trucs qui n'ont vraiment ni queue ni tête, mais qui voilà, j'écrivais, j'adorais écrire, j'écrivais des lettres à mes amis. J'ai toujours, en tout cas, c'est resté. L'écriture a toujours été là en fil rouge un peu au fond. Okay. Moi, un truc que je trouve super intéressant par rapport à ton univers, c'est que tu as vraiment une charte graphique qui est très travaillée. Et on a même l'impression d'avoir affaire à une marque, surtout sur ton site et ton compte Instagram. Est-ce que c'est une stratégie qui est calculée ou plus c'est venu avec le temps et je te dis ok, ça marche bien cette range de couleurs, cette range de couleurs? Alors tu verras justement, si tu remontes un peu dans mon compte Instagram, tu verras que j'ai essayé plusieurs choses. Mais en fait, ce que j'essaye de faire, c'est surtout un rendu pro et qui montre... qui montre que c'est professionnel en fait, que c'est pas juste une lubie. Et du coup, ça vient de mon parcours dans la communication. Pour moi, c'est indispensable que les posts soient uniformes, que le ton soit à peu près uniforme, que le site aille avec les posts. Donc oui, c'est une stratégie et en même temps, en fait, je saurais presque pas faire autrement. C'est naturel. Oui. Ok. Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport à presque chercher une légitimité, non, pour pouvoir montrer qu'on est professionnel. Est-ce que ça vient de ton statut, enfin, en quelque sorte, bien sûr, d'être auto-édité et d'avoir besoin en France aujourd'hui de montrer que oui, on est des auteurs professionnels et qu'on est auto-édité, ou non, c'est juste tout travail bien fait, enfin, tout travail doit être bien fait? Un peu, c'est un peu la deuxième partie, c'est-à-dire que je trouve que, moi, je suis assez carré, donc je veux que ce soit carré, je veux que ce soit joli, etc. Après, clairement, il y a un côté légitimité. En France, l'auto-édition, ça existe depuis des années, mais ça a été très longtemps traité comme
l'édition pour les ratés, l'édition pour les nuls, alors que là, depuis 5 ans à peu près, ça se démocratise vraiment et les gens commencent à comprendre que c'est pas qu'on choisit pas l'auto-édition parce qu'on a été refusé dans des maisons d'édition, mais alors moi c'est peut-être mon syndrome de l'imposteur aussi, j'ai l'impression qu'on a toujours besoin de prouver un peu plus que les auteurs en maison d'édition, parce qu'en fait si tu as un compte Instagram un peu pourri où tu postes des photos de ton chat ou de je sais pas quoi en vrac, mais que ton roman est signé chez Gallimard par exemple, tu t'en fous, enfin ton roman il marchera quand même si le travail de si trouve son communication est public. fait. C'est ça. Alors que quand tu es indépendant, si ta com et tient pas la route, moi par exemple j'arrive sur une page d'auteur indépendant donc que je connais souvent pas et je vois que je comprends pas ses posts, ça fait très amateur, ça fait très et je critique pas hein, mais enfin si un peu mais je veux dire j'ai l'impression de pas comprendre ce qu'il dit, voilà, je vais passer à autre chose. En fait je vais me dire s'il fait comme ça sur sa com, ses livres peut-être que voilà ce sera peut-être un peu la même chose. C'est peut-être une déformation professionnelle aussi, mais... Non, bien sûr, après, en fait, on va en parler plus tard, mais l'auto-édition, c'est aussi un travail de communication et de marketing qui doit être constamment fait et constamment refait. C'est une bataille qui ne se finit pas parce que c'est beaucoup de concurrence, je pense. Beaucoup de livres auto-édités, peu de lecteurs. Alors, pour moi, c'est pas vraiment de la concurrence dans le sens où finalement les lecteurs, on a toujours dit les gens ne lisent plus ces dernières années. En fait, c'est pas vrai, les gens lisent encore. C'est juste que les gens lisent différemment, notamment beaucoup en numérique. Il y a un boom, par exemple, de la romance. Donc voilà, on en pense ce qu'on veut. Pareil, on a ce côté très élitiste en France, donc où les journalistes vont te dire les gens ne lisent plus. Non, les gens ne lisent plus ce que vous voulez qu'ils lisent. Enfin, les jeunes, par exemple, ne lisent plus ce que vous voulez qu'ils lisent. Mais en fait, la lecture de manga, par exemple, a explosé en France. Donc, moi, je connais rien, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, mais c'est de la lecture aussi. Et ça peut ouvrir des portes, peut-être pour d'autres types de lecture après. Donc, je pense qu'il ne faut pas cracher sur la littérature de genre, comme on dit. Et pardon, j'ai oublié la question. C'était plus par rapport au genre, je crois. Enfin, non, pas par rapport à la concurrence. Ah oui, la concurrence. Ah oui, donc ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, moi, je trouve pas qu'entre autrices ou entre auteurs, on est forcément en concurrence dans le sens où les gens lisent pas un seul auteur déjà, et en fait, on peut plus s'entraider. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, que se marcher dessus. Donc après, forcément, on a envie que notre roman se vende bien, donc peut-être que les gens, il y a aussi la question du budget, etc. Ils vont pas acheter tous les romans, donc on veut que notre roman soit bien placé sur les sites de vente, etc. Mais je sais que moi, par exemple, je collabore beaucoup avec d'autres autrices même dans mon genre, mon sous-genre de la cozy fantasy, parce qu'en fait, en France, déjà, on n'est pas beaucoup encore dans ce sous-genre-là, et en fait, en se faisant découvrir les unes les autres, je parle beaucoup au féminin parce qu'il y a beaucoup de filles, mais en se faisant découvrir les unes les autres, ça nous permet plus de gagner des lecteurs finalement que de se marcher dessus. Ouais. Et en parlant de cozy fantasy, est-ce que tu peux nous en dire plus, parce que on se doute un peu ce que c'est avec ce nom, mais c'est pas encore très connu, je pense. Ouais. Et moi, j'ai un peu l'impression que tu es de faire de danse en France. Tu me dis si je me trompe, s'il y a d'autres personnes qui en font. Il y a d'autres personnes qui en font, c'est gentil déjà, mais en fait, c'est la cozy fantasy. Donc, comme son nom l'indique, c'est l'imaginaire cozy. Moi, je décris souvent, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, un mélange entre l'imaginaire et le feel-good. C'est vraiment ces deux univers qui se rencontrent. Et c'est un terme marketing. En fait, la cozy fantasy existe depuis toujours. Roald Dahl, par exemple, c'était de la cozy fantasy. Mais en fait, le terme marketing est assez récent. Je pense qu'on en entend parler en France depuis peut-être 1 an, 2 ans. Aux États-Unis, par contre, et dans les pays anglo-saxons, ça fait plusieurs années. Moi, j'essaye de suivre un peu ce marché-là aussi, et je peux lire un peu les romans en anglais. Et du coup, je sais que depuis 4-5 ans, on en entend parler. Là, ça arrive en France. Et du coup, c'est un sous-genre qui, je pense, répond à un besoin des lecteurs, j'allais dire lectrices, parce que c'est beaucoup de lectrices encore, mais des lecteurs et lectrices de retrouver... En fait, le monde dans lequel on vit, pareil, c'est très naïf peut-être de dire ça, mais le monde dans lequel on vit est pas facile. Les nouvelles sont assez dures tous les jours, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, il y a beaucoup de négatifs, on est plongé quand même dans quelque chose d'assez sombre ces derniers temps, ces dernières années. Et la cozy fantasy, en fait, ça répond, je pense, à ce besoin-là de légèreté, de douceur, de cocon un peu. Il peut y avoir des messages profonds qui sont transmis dedans, mais en tout cas, en aspect extérieur, si on le lit vraiment juste en surface, c'est quelque chose d'assez léger, d'assez humoristique. Et je pense que ça répond à ce besoin-là. Et c'est pour ça qu'en France, ça se développe. Mais non, je ne suis pas la seule autrice de cozy fantasy. Mais en français, c'est vrai qu'on est quand même assez peu pour l'instant.
mais je vois que les grosses maisons d'édition, justement, commencent à s'y intéresser grandement. Peut-être des collections. Donc toi, tu en as écrit combien? 3? Alors, en Cozy Fantasy, là, j'ai une collection Cozy Fantasy. Le 3e va sortir prochainement. Mais j'avais une duologie de Cozy Urban Fantasy juste avant. Et avant ça, c'était de la fantasy plus simple, enfin plus classique et de la dystopie. Mais oui, en Cozy Fantasy pure, du coup, on va dire 2,5, étant donné qu'il sort bientôt le dernier. Ok. Et c'est intéressant ce que je te dis par rapport au message, par rapport à la pression du monde. Donc c'est vrai, surtout ces derniers temps, beaucoup d'informations qui peuvent être très anxiogènes, tant pour des jeunes que pour des personnes un peu plus âgées qui s'inquiètent pour le futur. Après, moi, je me rends compte quand même que ce qui traîne souvent en ce moment, et depuis les 20 dernières années, peut-être même depuis tout le temps, techniquement, avec toutes ces tragédies, c'est quand même des histoires qui sont très lourdes, des histoires qui ont une forte charge émotionnelle. Comment est-ce que tu fais pour donner des enjeux dans une histoire qui va être considérée comme légère? Oui. Vu que la tradition, c'est quand même des histoires qui sont lourdes. Oui. Alors, c'est souvent ce que les détracteurs de la Cozy Fantasy, ou en tout cas ceux qui n'en ont jamais lu, pensent. Ils se disent, c'est oui, au pays des bisounours, ça va être chiant à mourir et il n'y aura aucun rebondissement, il n'y aura aucun enjeu. Mais en fait, non, c'est pas vrai. C'est juste qu'on aborde les enjeux autrement. Et en fait, par exemple, dans la fabuleuse histoire d'Azel Fairwood, qui est le premier tome de ma collection Cozy Fantasy, j'aborde la notion du deuil. Mais en fait, j'aborde la notion du deuil, une fille par rapport à son père qui est décédé. Donc déjà dans l'imaginaire, donc il y a le fantôme du père, voilà, donc faut imaginer, enfin faut déjà être ouvert à ce genre de choses. Mais je l'aborde de façon, en fait, il y a des moments qui sont un peu durs, mais qui sont toujours contrebalancés derrière par des choses plus légères, par de l'humour, par un soutien qui arrive au bon moment. En fait, c'est des sujets, on peut aborder même, par exemple, souvent c'est des changements dans une vie, donc des changements professionnels, des ruptures amoureuses, ce genre de choses. Et en fait, on les aborde, enfin c'est un peu difficile à expliquer, mais on peut faire passer des sentiments, faire passer des émotions et faire pleurer. Même je sais qu'il y a des lectrices qui m'ont dit qu'elles avaient pleuré en lisant mes romans, mais qu'après elles avaient rigolé, en fait. Et en fait, pour moi, c'est dans la Cozy Fantasy, il faut trouver le bon équilibre entre l'émotion un peu dure et justement tout l'univers autour qui permet d'alléger tout ça et de pas plomber. Et en fait, pas plomber le lecteur. Et en fait, l'idée, c'est que quand on referme un livre de Cozy Fantasy, on est censé être heureux. Donc voilà, si les gens pleurent jusqu'au bout, c'est qu'il y a un souci. Mais en fait, c'est le fait de ne pas le traiter d'une façon hyper lourde n'empêche pas de traiter le sujet. C'est juste une autre façon de l'aborder. Ok, je vois. Après, moi, je pense que... Enfin, tu me diras si je me trompe, mais même une histoire peut-être un peu plus calme peut faire jaillir des émotions et même amener des peurs. Enfin, moi, de mon expérience, j'ai déjà eu des larmes aux yeux devant des choses qui étaient très simples, mais juste qui étaient belles. Et je trouve que la beauté peut parfois faire naître des émotions qui sont fortes, plus que des tragédies, des drames, qui parfois peuvent même être tellement tirés par les cheveux qu'on se dit, ok, bon, j'ai du mal à y croire. Oui, c'est ça. Et dans la Cozy Fantasy, en l'occurrence, on se rapproche plus du calme dans le sens où c'est ce qu'on appelle des tranches de vie. Donc, on vit avec les personnages. En fait, souvent, ça se passe dans des petits villages, dans des choses assez cosy. Et en fait, on suit le quotidien des personnages. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rebondissement, en fait. Dans tout bon roman, il y a des rebondissements. Et dans tout bon roman, un personnage passe d'un point A à un point B à la fin. Si le personnage n'évolue pas, s'il ne se passe rien dans l'histoire, ou si les événements qui se passent n'ont aucun impact sur le personnage, ça veut dire que le roman, il est raté. Enfin, normalement. On s'ennuie un peu. Oui, c'est ça. Et du coup, il se passe des choses. C'est juste que ce qui va se passer, c'est des choses auxquelles on peut... peut-être dans lesquelles on peut se projeter peut-être plus facilement. Donc ça va pas être des grandes guerres épiques, parce que la fantasy, par exemple, classique, c'est des combats, c'est de l'épique. On pense à Game of Thrones, on pense à des choses, voilà. Et dans la Cozy Fantasy, ça va pas être ça, mais ça va être changer de lieu de vie, un deuil, justement, la découverte d'une nouvelle capacité. Enfin, et en fait, il se passe des choses. Il faut pas croire que la Cozy Fantasy, c'est plat et c'est ennuyeux. Il se passe des choses, c'est juste qu'il se passe des choses à taille humaine. Avec le grand méchant, ça peut être plutôt l'administration, par exemple, que Sauron. Voilà, c'est... Je pense même qu'on s'identifie mieux après à l'histoire que sur des choses qui sont un peu lointaines, la Terre du Milieu, Westeros. Oui, c'est ça, je pense. Ok, super intéressant.
Comment est-ce que tu tombes typiquement dans la cozy fantasy? Alors en fait, un peu par hasard, dans le sens où moi j'en lisais beaucoup, enfin j'en lis régulièrement, mais je sais pas, je m'étais pas dit que j'allais écrire ça spécifiquement. Et en fait, j'ai écrit ma duologie qui s'appelle Confession d'une vampire dépressive, qui était, je l'ai marketée au début comme de l'urban fantasy, donc de la fantasy qui se passe dans notre monde, à nous. Donc en l'occurrence, moi ça se passe à Paris. Donc voilà, c'était... je reprenais des lieux parisiens qu'on connaît, mais je twistais un peu avec le côté imaginaire fantastique. Et puis mes bêta-lectrices, donc les bêta-lectrices, c'est celles qui ont lu mon roman une fois qu'il est écrit, avant que je le corrige, etc. Tous les retours de mes bêta-lectrices, elles m'ont toutes dit, enfin je pense 5 sur 6 m'ont dit « c'est hyper cosy, j'ai adoré, je me sentais super bien quand je l'ai lu, je trouve que l'ambiance elle est hyper douce ». Et c'est pas ce que j'avais voulu faire, mais du coup ça m'a un peu trotté dans la tête, et je me suis dit... bah oui, elles ont raison déjà. Et du coup, ce que j'ai préféré écrire dans cette duologie, c'était justement plus les moments cosy, un peu de discussion entre les personnages, d'émotion, un peu plus les moments d'émotion intérieure que un peu la quête qui était derrière, un peu plus épique, même si c'était pas de la fantaisie épique, mais que le combat, que le danger, etc. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est vrai que c'est ça que j'aime bien écrire. En plus, c'est le côté plus cosy, c'est le côté plus calme, plus contemplatif, mais un peu plus dans l'émotion. Et du coup, je me suis dit, on va pas se mentir, j'ai vu que la cozy fantasy aussi arrivait explosait aussi aux États-Unis. Ce qui explose aux États-Unis arrive en France, toujours après. Et d'un point de vue marketing, de façon très terre-à-terre, je me suis dit que c'était aussi peut-être un... C'est horrible de dire ça peut-être comme ça, mais un filon à exploiter, étant donné qu'il y avait très peu d'auteurs dans ce genre-là en France. Et vu que j'aimais en lire, j'aimais en écrire, apparemment, j'étais pas trop mauvaise pour en écrire, je me suis dit, let's go. Autant y aller. Ouais. C'est super intéressant ce que je disais là, parce qu'en gros, tu as assumé quand même le virage de te dire que, ok, c'est pas vraiment d'urban fantasy, c'est de la cozy fantasy. Ouais. C'est donc quand même un certain recul, parce que souvent on se dit, ok, non, moi j'ai mon histoire là comme je l'ai vue, et je veux pas que le lecteur la perçoive d'une autre façon. Comment est-ce que tu arrives à avoir cette perception-là? En fait, j'ai appris, quand on écrit, il faut apprendre à se détacher. Nous, on écrit un texte, on le met à disposition des lecteurs, et après, les lecteurs, ils en font ce qu'ils veulent, et ils l'interprètent comme ils veulent. Ouais. Et en fait, au début, quand on me faisait des retours sur notamment Les Pépins de Pommes, celui qui est en maison d'édition, et que les lectrices me disaient « Ah, moi, j'ai ressenti telle chose », j'étais là, mais c'est pas ça que je voulais dire exactement. Et du coup, ça avait une tendance presque à me frustrer en me disant « Mais mince, j'ai pas fait correctement, j'ai pas écrit correctement ce que je voulais dire ». Et en fait... Non, en fait, c'est juste que selon le ressenti du lecteur, selon sa vie, selon ses habitudes, selon ses envies, il va s'approprier l'histoire et il va ressentir ce qu'il a envie de ressentir. Et en fait, il faut lui laisser... moi, j'estime que l'histoire, une fois qu'elle est publiée, que moi, j'ai fait mon travail, qu'elle a été corrigée, qu'elle a été mise en page, qu'elle a été... ça m'appartient plus. Et après, est-ce que les lecteurs collent les messages qu'ils veulent sur l'histoire, c'est pas mon problème, en fait. Et tu laisses une œuvre après... tu n'as plus de contrôle dessus. C'est ça. Elle vit, en fait, mais j'ai mis longtemps. Là, comme ça paraît facile, j'ai mis longtemps à lâcher ça, vraiment. Mais c'est le lecteur qui se l'approprie. Donc, 3 maisons d'édition classique. On va en parler un peu. Pépins de Pommes, qui est à... C'est du contemporain. C'est mon 3e roman contemporain feel good. C'est ça. Exactement. Le premier, La 10 des anges, 2022. Est-ce que je peux nous en parler de l'histoire, après du parcours éditorial? Oui, alors l'histoire, c'est une romance fantastique. C'est entre une ange de la mort, le sujet c'était plutôt la mort, une ange de la mort et un mortel. Alors j'en parle plus de ce roman officiellement parce que je pense qu'en fait il aurait pas dû être édité de cette façon-là. En fait, il a été signé dans une petite maison d'édition qui a bien fait son travail. En plus, il est passé entre les mains d'un correcteur, il a été bien mis en page. La couverture est scalée, mais ils ont fait leur travail. Mais en fait, il aurait nécessité beaucoup plus de retravail. Il y a des ficelles. C'était mon premier roman, donc j'avais essayé de me former déjà, d'essayer de comprendre la structure du roman, etc. J'avais lu des livres, j'avais écouté des podcasts sur le sujet, mais c'était très amateur. C'était un début. Mais je te rends compte comment de ça, que c'est très amateur? Parce qu'en fait, maintenant, avec le recul, je vois que, par exemple, quand je voulais faire arriver mes personnages d'un point A à un point B et que je savais pas trop comment faire, je trouvais des idées, mais c'était trop, c'était pas naturel, c'est pas des choses qui étaient vraiment possibles,
Et puis, il y avait beaucoup de répétitions. Il y avait, je le renie pas, ce roman. Enfin, si, je le renie un peu, mais disons que On je pense que... gentiment. Oui, non, mais disons que, voilà, j'aurais préféré qu'il reste dans mes tiroirs et que ce soit... En fait, il faut toujours commencer quelque part. Donc, je suis très contente de l'avoir écrit, par contre, parce que ça m'a permis d'aller au bout d'un roman, déjà, ce qui n'est pas forcément toujours facile, et de le structurer, et de l'écrire tous les jours. Enfin, ça m'a appris beaucoup de choses, mais il aurait été très bien au fond de mon tiroir. C'est pas toujours facile d'écrire un roman, et pourtant tu en as écrit 10, 11 depuis 2021. Non, j'en suis à 7. Les chiffres, j'ai pas réussi à trouver la bonne information. Si on compte la liste des anges, je crois que j'en suis à 8. 8. Parce que je crois que je dis 7, mais parce que je le compte pas. Okay. Et que c'est le 9e, je crois que je suis en train d'écrire. Ok. Bah, ça me paraît dingue d'écrire 9 romans. C'est le rythme de Stephen King. Ouais, oui, bah... Est-ce que c'est dur? Enfin, c'est quoi ton secret? Alors, il n'y a pas de secret, le secret, c'est de ne pas lâcher, en fait. Et de ne pas lâcher et d'avoir... Enfin, moi, je suis assez carrée, je suis assez organisée. Et du coup, en fait, très concrètement, je me dis, voilà, mon roman, il va faire 80 000 mots, par exemple. Je me donne 3 mois pour l'écrire. 80 000 mots divisé par le nombre de jours. Il faut que j'écrive tant de mots par jour. Et en fait, j'ai pas le choix. Et comme ça peut paraître un peu horrible parce qu'on a le mythe de l'écrivain qui écrit dans son cottage en Écosse, là, en attendant l'inspiration, voilà. Mais en fait, si on attend l'inspiration tous les jours, le roman, c'est souvent comme ça qu'il finit... Qui ne vient ouais, qu'il n'est jamais terminé. Parce qu'en fait, l'inspiration... Enfin, en fait, l'écriture, il y a beaucoup d'auteurs qui disent que c'est un peu un muscle, une habitude, que plus on écrit, plus c'est facile d'écrire. Et en fait, moi, au début, je ne croyais pas trop ça, mais en fait, c'est vrai. Plus on écrit, plus c'est facile d'écrire, plus on s'aperçoit de notre tic d'écriture. En plus, donc, plus vite on peut se corriger, plus on sait sur quel point on doit faire particulièrement attention. Et en fait, je pense que pour écrire à ce rythme-là, c'est beaucoup de être carré, se mettre devant son ordi, ouvrir son document, même quand on n'a pas envie, et écrire. Et après, je dis pas, j'écris pas tous les jours, hein, mais il y a des jours où vraiment ça veut pas parce que déjà j'ai d'autres choses à faire des fois, et parce que le cerveau est branché sur autre chose. Mais sinon, quand j'ai pas de raison de pas écrire, j'essaye de me forcer. Parfois, il y a des séances d'écriture où c'est un bonheur et on a l'impression que ce qu'on écrit, c'est un chef-d'œuvre et que c'est magnifique, et que ça coule tout seul et que les mots viennent tout seuls. Donc ça arrive. Et puis, la majeure partie du temps, c'est chiant en fait. Enfin, c'est compliqué. Les mots, moi je passe mon temps à jongler entre le dictionnaire de synonymes, le dictionnaire, un livre qui parle des émotions pour exprimer les émotions autrement que par hausser les sourcils ou voilà. Donc en fait c'est beaucoup de travail mais en même temps, enfin comme ça quand j'en parle, parfois je dis ça à mes proches et ils me disent mais pourquoi t'écris du coup, enfin si c'est aussi pénible que ça. Mais en fait ça m'apporte aussi beaucoup de bonheur. Enfin en fait j'adore le faire. Mais c'est un côté un peu maso dans le sens où j'adore le faire et en même temps c'est difficile de le faire. Mais après, faut aussi penser au résultat final. Et en fait, moi, ce qui me motive aussi, c'est un peu un cercle vertueux dans le sens où maintenant, j'ai quand même pas mal de retours de lecteurs. Et j'ai des lecteurs qui m'écrivent un peu tous les jours, qui me disent j'ai trop aimé ce livre, quand est-ce que sort le prochain, enfin... C'est une source de motivation énorme, j'imagine. C'est une source de motivation énorme. Et de pression un petit peu, mais de motivation. Et en fait... quand on est en auto-édition aussi, on sait que le livre va sortir. Si on le finit, on sait qu'il peut sortir. Contrairement aux maisons d'édition classiques, où le schéma classique des maisons d'édition, c'est proposer son roman à des maisons d'édition. Et en gros, je ne sais pas quels sont les pourcentages exacts, mais il y a peu de manuscrits qui sont sélectionnés. Et du coup, on n'est même pas sûr que ce roman verra le jour un jour. Et du coup, ça peut être assez démotivant aussi. Alors qu'en auto-édition, c'est vrai qu'on a moi, je sais que mon roman qui est en cours, il sortira. C'est sûr qu'il sortira. Et dans le délai que je veux, enfin voilà, et du coup, il y a cette motivation aussi importante qui fait qu'on ne le fait pas pour rien, entre guillemets. Mais c'est quoi les grosses difficultés que tu peux ressentir quand tu écris? Alors, quand j'écris, ça peut être... Il y a des jours où ça... Alors, j'ai pas le syndrome de la page blanche parce que vu que je suis une autrice qu'on appelle architecte, je sais pas si tu es familière de architecte jardinier. On peut expliquer si tu veux. Ouais. Souvent, on sépare un peu les auteurs en jardiniers, donc qui font au fil de l'eau, et architectes qui construisent vraiment leur roman avant de se lancer.
En vrai, souvent, on est un peu entre les deux. Enfin, voilà, c'est un peu des clichés. Mais moi, je suis plutôt architecte. Et c'est-à-dire que j'ai prévu mon roman. Toutes les grandes lignes, je le prévois avant d'écrire le premier mot. Je sais exactement comment ça va se terminer avant d'écrire le titre. Et du coup, j'ai pas le syndrome de la page blanche parce que je sais ce que je dois écrire. En revanche, parfois, c'est difficile. J'arrive pas à le dire comme je veux. Ça coule pas. Je sens que c'est pas naturel. Mais du coup, ça, c'est la difficulté en écriture. Mais après, les difficultés d'une autrice auto-éditée, c'est pas l'écriture. Enfin, c'est pas l'écriture le plus dur, c'est le reste. On reviendra plus tard de ça. Juste pour revenir un peu sur ta production littéraire. Donc, on a parlé d'Acosis Fantasy. Et là, tu as vraiment ta collection de Acosis Fantasy avec les 2 tomes en Asie. Ouais. Donc, La fabuleuse histoire d'Azalee Fairwood et La dernière chance de Miranda Stardust, désolé. Et le 3e tome, Le mystérieux manoir de Maggie Moonward. Ouais. Désolé, non, c'est un peu... non, mais oui, c'est toujours des noirs rallonges sur... Après, enfin, ça donne une sorte de style au titre qui est super intéressante. Donc, c'est chacun des stand-alone qui se déroulent dans le même univers. C'est ça. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, alors du coup, c'est une collection donc Cozy Fantasy qui s'appelle la collection Cozy Fantasy, de façon très basique. Et en effet, donc les titres à rallonge, c'est très commun dans la Cozy Fantasy. Ça peut paraître super bizarre, mais c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Et du coup, en fait, j'ai choisi déjà cette structure de titre pour qu'on reconnaisse que ça fait partie de la même collection. Et comme tu disais, c'est des stand-alone, donc ça peut se lire dans n'importe quel sens. Mais en fait, il y a des clins d'œil entre les tomes. Donc si on le lit dans le bon ordre, on aura des petites références qu'on n'aura pas forcément si on le lit dans le désordre. Mais l'idée, en fait, donc, c'est de créer, en fait, d'exploiter un peu un monde, donc le même univers, avec des histoires, des personnages différents, des lieux différents qui se croisent, mais qui peuvent être lus de façon indépendante. Et c'est toujours des femmes, les héroïnes, mais parce que toutes les héroïnes de mes romans sont des femmes, parce que je pense que je me sens pas capable d'écrire un personnage masculin, un protagoniste principal masculin. Peut-être que je le ferai un jour, mais pour l'instant, je sais pas, j'ai l'impression que ça me compliquerait la tâche plus qu'autre chose, donc je reste plutôt sur des héroïnes. Et puis, le côté collection, c'est parce qu'en fait, j'ai envie, enfin, si on retourne sur le marketing un petit peu, d'avoir une collection comme ça, pas une saga, donc pas des tomes qui se suivent, mais des tomes indépendants, ça permet aussi que les gens entrent par n'importe quelle porte, en fait. Au lieu d'une saga, par exemple, en 5 tomes, où il faut forcément commencer par le premier et on a un taux de déperdition de lecteurs qui est assez important entre chaque tome. Là, l'idée, c'est qu'en fait, si la personne est plus attirée par le 2e, par exemple, par Miranda, eh ben, elle peut tout à fait commencer par celui-ci, puis après lire Azel. Et en fait, ça me permet d'ouvrir plus de portes à mon lectorat. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce format. Et aussi parce que moi, j'aime bien changer de... Enfin, je suis pas forcément hyper patiente, j'aime bien changer d'univers. Enfin, là, je reste dans le même univers, mais je peux raconter des histoires vraiment différentes à chaque fois. Et du coup, alors que les sagas demandent vraiment une autre construction, demandent un investissement vraiment sur du long terme, de la construction plus difficile. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi de faire ça. Donc, tu écris beaucoup de Cozy Fantasy. Est-ce que tu n'as pas peur un peu de t'enfermer dans ce genre-là et de ne pas réussir à dépasser cet horizon et peut-être même cette étiquette? Alors, si. En fait, c'est un choix... c'est une question que je me pose très régulièrement, déjà. Et en même temps, en fait... au début d'une carrière, il faut mieux éviter de s'éparpiller quand on veut construire son lectorat. Et du coup, ça a ce côté positif le fait que je construise un lectorat qui va être solide autour de la Cozy Fantasy. Mais en effet, comme tu dis, le problème, c'est que si un jour j'ai envie d'écrire un polar, ce qui n'arrivera pas, mais on ne sait jamais, ça veut dire que tout le lectorat que j'aurai construit sera perdu. Enfin, parce que on touche pas les mêmes gens, quoi, et pas de la même façon. Et du coup, ça me fait un peu peur, mais la chose qui me rassure, c'est que je pense rester en permanence dans l'imaginaire, dans le grand genre de l'imaginaire, et que du coup, j'ose espérer que ce que j'aurais construit avec la Cozy Fantasy pourra se transférer si je change, si je reviens par exemple à la dystopie ou à la fantasy épique ou ce genre de choses. J'espère que je pourrai emmener mon public avec moi. Mais du coup, est-ce que ce n'est pas mieux pour un auteur de faire construire sa communauté autour de sa propre personne plutôt que de ses romans? Bonne question, mais le problème c'est que moi je verrai pas, je saurais pas comment faire, parce que ça veut dire capitaliser sur toi en tant qu'auteur, ça veut dire beaucoup parler de
de ton travail peut-être. Enfin, c'est vrai que moi, j'ai aucun problème à parler avec ma communauté de mon travail, mais c'est vrai que je parle beaucoup de mes livres, en fait, du résultat final. Et c'est vrai que si tu capitalises sur toi, oui, ton lectorat te suivra partout parce que c'est toi. Mais après, mon objectif, moi, c'est que ça arrive et par chance, je sais que ça commence à arriver, où j'ai des lectrices, des lecteurs, qui me disent de toute façon, quoi que t'écrives, j'achèterai ton livre. C'est pas la majorité, mais il y en a qui me le disent. Et en fait, l'idée, ce que j'aimerais, c'est que tous mes lecteurs fassent ça. Donc, je capitalise plutôt sur mes livres, mais je pense que je communique aussi sur moi en dessous, au passage. Et j'ose espérer que les gens me suivront, quoi que j'écrive. Ouais, j'imagine. Ok. Donc, on a parlé d'édition, puis d'auto-édition. Comment se fait ce shift-là et démotivé par quoi? Oui, donc du coup, j'ai commencé par l'édition traditionnelle parce que, ce que j'appelle édition traditionnelle, c'est donc les maisons d'édition. Donc le concept d'écrire son manuscrit, de l'envoyer et d'espérer qu'il soit retenu et qu'il soit publié. Parce que moi, au début, je voyais que par ça. Enfin, en fait, pour moi, être auteur publié, c'était être auteur publié en maison d'édition. Oui. Et honnêtement, j'avais l'idée que l'auto-édition, ce que je défends absolument maintenant, mais que l'auto-édition, c'était pour ceux qui n'avaient pas eu leur place en maison d'édition. Et du coup, en fait, la question ne se posait même pas. Pour mes 3 premiers romans, je ne me suis pas posé une seule fois la question de est-ce que j'allais les auto-éditer. C'était je les envoyais aux maisons d'édition, et si j'avais aucun retour positif, bah tant pis, ils ne seraient pas publiés. Et puis quand j'ai quitté mon job dans la communication, je me suis aperçue que si je voulais vivre donc de ma plume, il fallait que je gagne plus d'argent. Donc je sais que parler d'art et d'argent, ça peut être un peu touchy, mais il fallait concrètement que je gagne plus d'argent. Et le fait d'être payé une fois par an en maison d'édition et gagner 8 à 10% de droits d'auteur, ça faisait que je ne pouvais pas vivre de ma plume. Et du coup, je voyais autour de moi des autrices auto-éditées et je trouvais que ce qu'elles faisaient, c'était de qualité incroyable et parfois supérieure même à ce que pouvaient faire des maisons d'édition. Quand elles passaient par des campagnes Ulule, notamment de financement, et qu'elles sortaient des romans reliés avec des dorures, enfin vraiment un objet livre super beau, et que l'histoire derrière tenait la route et était vraiment très bien construite, j'ai changé. Enfin, je me suis dit, en fait, c'est possible de proposer vraiment de la très bonne qualité en étant auteur indépendant. Et du coup, c'est à partir du moment où j'ai voulu en vivre, je me suis donné 1 an, en fait. Quand j'ai quitté mon job, je me suis dit, voilà, j'ai 1 an pour voir si j'arrive à dégager des revenus. Et on dit souvent que dans une entreprise, on génère des revenus, on voit au bout de 3 ans si elle est viable, et l'auto-entreprise, l'auto-édition, du coup, c'est une entreprise. Donc, je m'étais donné 1 an parce que je voulais voir au bout d'1 an, et pas 3 ans. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis formée à l'auto-édition et que je me suis lancée un peu à corps perdu là-dedans. Et en fait, quand j'ai vu le début a été un peu laborieux. Enfin, le début, mon premier roman en auto-édition, je rafraîchissais la page de suivi, et puis j'ai dû faire 50 ventes le premier mois, dont 10 achetées par ma mère, je pense. mais voilà, après, il y a le 2e qui est sorti, qui a fait un peu plus de ventes. Le 3e, qu'on a fait encore un peu plus, où là, j'ai commencé à pouvoir dégager, je pense, l'équivalent d'un SMIC. Le 4e, et en fait, voilà, je ne vais pas faire toute la liste, mais en fait, j'ai vu que ça fonctionnait, et que mon objectif, qui était de vivre, du coup, de mes livres, était vraiment possible avec l'auto-édition. Okay. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là où je me dis que je ne reviendrai pas en arrière. Mais ça ne veut pas dire que je crache sur le concept, enfin sur le parcours en maison d'édition. Et par exemple, j'en parle pas, il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien de signé, c'est juste des discussions. Mais je sais que je suis en contact avec des maisons d'édition, que j'aimerais avoir un format poche, qui pour le coup est faisable qu'en maison d'édition pour plein de raisons. Que pour le format audio aussi, par exemple, des livres, il faut passer par des maisons d'édition audio. Enfin voilà, donc je ne crache pas du tout sur le système des maisons d'édition. Je dis juste que pour moi, avec mon profil et ma volonté de pouvoir tout contrôler, de sortir les romans à mon rythme, etc., l'auto-édition était plus appropriée. Et beaucoup plus jouissif, je pense, à terme, d'être sur toute la ligne de production. Oui. Alors, beaucoup plus fatigante, du coup, mais beaucoup plus, comme dans toute entreprise, en fait, quand je réussis, c'est grâce à ce que j'ai fait. Quand j'échoue, c'est aussi parce que j'ai fait une erreur quelque part. Mais il n'y a que moi qui suis responsable. Et je peux adapter, je peux tout affiner moi-même, je peux tout modifier moi-même, je peux choisir
Enfin, voilà, je prends vraiment toutes les décisions. Donc, c'est un énorme travail, mais c'est aussi un énorme bonheur quand ça fonctionne. Il n'y a pas eu de campagne de financement? Non. Jamais? Non, je l'exclus pas parce que je sais que ça se fait pas mal justement dans l'auto-édition pour justement quand on veut proposer ce qu'on appelle des beaux livres, donc tu sais avec le jaspage, les dorures. Jaspage pour définir. Jaspage, c'est tu sais quand le bord du roman, les pages sont en dessin, enfin il y a un dessin dessus. Et ça sur ce qu'on appelle Bookstagram, donc l'Instagram qui parle des livres, les lecteurs adorent les beaux livres, enfin c'est quelque chose qui marche bien en ce moment. Et ça coûte beaucoup d'argent. Et souvent, les auteurs passent par des campagnes Ulule pour financer ce genre de choses. Donc, c'est un projet, peut-être, mais j'en ai jamais fait pour l'instant parce que je ne maîtrise pas très, très bien le sujet et ça demande aussi beaucoup de travail. Mais même sur campagne Ulule, avec une fourchette, évidemment, ça coûte combien à peu près d'auto-éditer son livre aujourd'hui ? En comptant du coup tout, donc des bêta-lecteurs, si on a des payants, de correcteurs, de graphistes, d'impression, tu t'imprimes chez qui aussi? Ok, il faut compter. Donc on a l'écriture du livre, ça c'est l'auteur, mais après on a la bêta-lecture. Donc moi, mes bêta-lectrices sont bénévoles. D'accord. Je leur offre le roman, je leur offre des trucs en exclus, des infos, etc. Mais elles sont bénévoles, j'ai la chance d'être entourée d'une équipe qui est adorable. Et je travaille aussi avec des influenceuses, donc sur les réseaux sociaux, une équipe d'influenceuses qui me suit à l'année et en fait qui sont aussi bénévoles. Donc je leur envoie mes romans gratuitement, évidemment, mais du coup en contrepartie pour la communication sur leur propre réseau à elles. Donc ça, pour le coup, ça me coûte pas d'argent. Après, il y a la partie donc correction, maquette, mise en page, couverture. Pour la couverture, j'ai la chance, en fait j'ai beaucoup de chance aussi. C'est aussi pour ça que je me suis lancée dans l'auto-édition parce qu'il y a pas mal de choses qui allaient... qui me poussaient vers ça, dans le sens où mon conjoint est graphiste et directeur artistique, et du coup, c'est lui qui fait mes couvertures. Et je ne le paye pas. Mais donc déjà, ça fait un poste en moins, mais il faut compter ce poste-là qui peut varier souvent entre l'illustrateur, si on veut une illustration, le graphiste, etc. Ça peut aller de, je dirais, 500 à 1000 euros. Enfin, c'est quand même parfois plus, selon l'illustrateur. La maquette, je la fais moi-même. Avec un logiciel qui s'appelle Vellum, qui est un logiciel anglais, enfin anglophone, mais sinon, donc c'est un investissement à la base ce logiciel, mais sinon il faut compter aussi la maquette, enfin si on veut pas le faire soi-même sur Word, à galérer, etc., ce qui peut coûter plusieurs centaines d'euros. Et la correction qui là, c'est souvent selon la longueur du livre, mais qui peut aller selon le correcteur choisi de 500 à 1500 euros. Donc, je ne suis pas douée avec les chiffres, mais je te laisse faire un calcul. En gros, enfin, ah oui, puis il y a l'impression aussi, mais pour la production du livre, en tout cas, avant l'impression, il faut compter... Alors, dans mon cas, vu que je ne compte pas le graphiste, etc., il faut compter pour la correction, du coup, entre 500 et 1000 euros. Et après, pour l'impression, moi, je passe par l'impression à la demande. Okay. Donc les livres sont imprimés, je passe par KDP, donc Amazon, la plateforme en fait la plus facile d'accès et la plus utilisée par les auteurs indépendants en France. Et en fait Amazon, donc je mets mes romans en ligne sur le site et c'est eux qui se chargent de l'impression à la demande à chaque fois qu'il y a une commande et de l'envoi au client. Et après, en parallèle de ça, j'ai une boutique en ligne, donc mon propre site, où là je commande un stock toujours chez Amazon. Et que je fais livrer chez moi et que j'envoie après moi manuellement. D'accord. Donc en fait, j'ai pas vraiment de grosses dépenses en impression vu que l'impression à la demande me permet de pas avancer de frais. D'accord, ok. Donc globalement, à la fin, on est sur un retour sur investissement. On fait pas ça à perte. Non. Après, il y a beaucoup d'auteurs qui le font à perte parce que quand tu ajoutes le graphiste, quand tu ajoutes... parce qu'il faut aussi compter le prix, il y a plein de choses en fait, le prix des campagnes de publicité éventuellement, etc. En tout cas, moi j'ai toujours rentabilisé mes romans et plus du coup, j'ai pu me dégager des revenus, mais faut savoir qu'au début, ah oui, puis il y a aussi la formation que j'ai faite à la base, etc., qui a coûté quand même de l'argent. En fait, au début, j'ai beaucoup dépensé pour me former, acheter des logiciels, faire plusieurs formations, et puis en fait, plus ça va, moins je dépense. Et plus je gagne. Du coup, donc, ça s'équilibre. Bien joué. C'est quoi la qualité à avoir absolument si on veut auto-éditer son livre ? L'organisation. Et vraiment l'organisation et le fait d'être structuré et de connaître les étapes.
et de suivre ces étapes et de pas sauter d'étapes parce que on veut économiser de l'argent ou parce qu'on veut gagner du temps. Parce que en fait, l'auto-édition peut avoir une mauvaise image parce que malheureusement, certains auteurs se disent mais moi, j'ai pas besoin qu'on s'occupe de ma couverture ou j'ai pas besoin qu'on relise mon roman ou qu'on le corrige parce que voilà, je suis fort en orthographe, etc. Et c'est comme ça qu'on se retrouve parfois avec des romans qui sont pas au niveau professionnel, en fait. Enfin, pas au niveau d'une maison d'édition, de ce qu'aurait publié une maison d'édition. Donc pour moi, c'est vraiment être structuré, en fait, pour être auteur indépendant. Aussi. C'est ça, être structuré, méticuleux et aussi ne pas se décourager. Oui, bien sûr. Et est-ce que tu as une erreur que tu as faite avec l'auto-édition ou une anecdote? Au niveau des erreurs, on va croire que je me jette des fleurs, mais j'ai eu la chance de ne pas faire de grosses erreurs en tout cas, qui m'a coûté de l'argent ou qui m'a coûté du temps. Enfin voilà, j'ai fait des petites erreurs par-ci par-là, mais j'ai pas eu de grosses erreurs qui m'ont vraiment coûté quelque chose, que ce soit du temps ou de l'argent. Mais par contre, c'est vrai que c'est ce que j'aurais pu faire plus tôt, c'est participer à des salons, des événements en fait physiques, parce que moi je vends très principalement sur Internet, enfin via ma boutique ou via Amazon. Et je voulais pas trop participer au salon du livre, enfin je voulais pas trop tenter parce que je me disais je sais pas, ça va prendre beaucoup d'énergie, je sais pas comment les lecteurs vont m'accueillir, j'avais très peur d'être toute seule derrière mon stand et que personne vienne me voir, enfin il y avait plein de freins qui faisaient que je me suis pas du tout intéressée à ça au début. Et en fait je m'aperçois que je suis passée à côté d'une grosse partie de mon public à cause de ça, et du coup à côté de ventes à cause de ça, parce que j'ai passé le cap récemment en décembre, et en fait je m'aperçois que participer à des événements physiques, c'est même quand on est auteur auto-édité et qu'on vend principalement en ligne, en fait c'est hyper important, et que ça permet vraiment de créer du lien avec les gens, et c'est super motivant de voir les gens en plus en face, de voir des gens qui parfois ont fait pas mal de routes pour venir te voir toi spécifiquement. Enfin, quand tu es derrière ton ordinateur, c'est un métier assez solitaire et tu as tendance à oublier qu'en fait, il y a vraiment des gens qui lisent. Enfin, c'est pas que des chiffres. Et du coup, si je devais refaire quelque chose, c'est ça, m'intéresser plus rapidement à tout ce qui est événements physiques pour sortir un peu de ce côté totalement isolé et en ligne. Et j'ai vu, tu es allé à un salon d'art récemment, je crois, fin février. Il y en a d'autres qui sont prévus pour mars-avril, si tu veux en parler éventuellement. Oui, alors j'ai participé à un petit salon dans une ville de Normandie fin février, auquel j'ai eu la chance d'être invitée en plus, donc rémunérée pour y aller, etc. Enfin, c'était hyper plaisant. J'étais la seule autrice auto-éditée, donc ça me faisait très peur parce que tous les autres étaient chez Flammarion, Gallimard, etc. Et en fait, ça s'est très bien passé. Et justement, j'ai des dédicaces de prévues. En fait, j'ai 6 événements de prévus, je crois, ou 7, là, jusqu'à la fin de l'année. Parce que je me suis aperçue aussi qu'au lieu de... normalement, moi, être avec des gens, ça vide mes batteries sociales. Mais en fait, je me suis aperçue que les salons, quand je parle de mes livres, au contraire, ça me booste, ça me rebooste et ça me remotive pour l'écriture. Et du coup, en fait, c'est aussi pour ça que je veux y participer. Et je vais participer à des gros salons. Donc, par exemple, le Salon Fantastique de Paris, où là, c'est vraiment des gros événements. C'est sur 3 jours, il y a, je crois, 30 000 personnes. Enfin, c'est des gros trucs. Et je participe aussi à des tout petits salons dans des toutes petites villes, souvent où je découvre l'existence de la ville en même temps que l'existence du salon, mais où en fait c'est hyper positif parce que le contact est beaucoup plus facile avec les gens, il y a moins d'auteurs présents, donc voilà, il y a on se marche moins dessus aussi. Et du coup, je pense que voilà, cette année, c'est un peu une année de test sur les salons, mais pour voir si je préfère les gros événements, plutôt les petits, combien par mois, combien par an je peux gérer. Mais ouais, j'en ai pas mal de prévus, j'ai super hâte de faire ça. Let's go. Revenons un peu plus sur la vente de tes romans. Moi, je vois très souvent passer des jeunes auteurs qui parlent de romans avec des posts sponsorisés sur Insta, principalement, vu que je suis plus sur Insta. Est-ce que toi, c'est une pratique que tu as fait et surtout, est-ce que tu y vois un réel investissement? Donc, pour expliquer un peu aux personnes qui ne savent pas, donc, par exemple, je vais mettre 100 € sur un post et il va y avoir 100 000 impressions à peu près. Et si jamais je vends le roman à 20 €, j'espère en vendre au moins 5. Dans un monde idéal où je n'ai aucun coût et j'ai juste envoyé le roman à 20 €. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu fais? Est-ce qu'il y a un vrai retour sur investissement?
Oui, alors c'est quelque chose que je fais. Donc je le fais sur Instagram, que sur Instagram, en tout cas pas sur, parce que je suis sur Instagram, sur TikTok, mais la publicité payante, je la fais uniquement sur Instagram. Je la fais ponctuellement, donc c'est pas des publicités qui tournent en permanence. Je la fais par exemple sur des posts précis quand j'organise des concours ou quand je présente justement, je l'ai fait récemment sur la présentation de ma collection Cozy Fantasy. Ou sur un réel qui avait plutôt bien fonctionné en naturel et du coup je voulais voir ce que ça donnait quand on le boostait. Mais je le fais régulièrement et en fait c'est alors le retour sur investissement est un peu difficile à calculer sur Instagram parce que je booste jamais, je fais jamais de publicité directement sur mes romans. En général, je fais de la publicité sur mon univers parce que je me dis, ma stratégie, c'est que si quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de moi tombe sur une publicité de mon roman, s'il a jamais, s'il connaît pas du tout mon univers, s'il connaît pas du tout ce livre, s'il a jamais entendu mon nom, je pense pas qu'il irait l'acheter. En tout cas, moi personnellement, je cliquerai pas directement pour l'acheter. Alors que si c'est quelque chose qui présente l'univers plutôt et qui me donne envie d'aller m'abonner à la page, au compte Instagram et du coup après peut-être pas acheter tout de suite, mais l'acheter peut-être dans 2 mois, dans 3 mois, en tout cas me renseigner sur l'auteur avant, c'est plus moi ce que j'ai tendance à faire. Du coup, je fais de la publicité. Les calculs de retour sur investissement se font plutôt sur le nombre de followers en plus, du coup le nombre d'abonnés à ma newsletter quand j'essaye de booster par les concours les abonnés à ma newsletter. Et puis ce que je fais aussi, c'est de la publicité sur Amazon, du coup, sur KDP, qui là tourne en permanence. J'ai des publicités qui s'arrêtent jamais, que je monitore, que je surveille toutes les semaines à peu près, que j'ajuste. Et ça, pareil, c'est quelque chose sur lequel j'ai dû me former parce que j'y connaissais pas grand-chose pour le coup. Et en plus, c'était très obscur au début de la plateforme. Et ça, pour le coup, c'est de la publicité directement sur mes livres parce que c'est une autre stratégie. Les gens qui sont sur Amazon et qui voient les publicités de mes romans, ils sont sur Amazon, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à acheter. Et du coup, là, je cible vraiment directement mes romans. Et donc le retour sur investissement, il est positif. En fait, mon objectif, c'est d'être toujours de gagner plus que ce que je dépense. Et j'ajuste pour que ça... Au début, c'était négatif. Quand j'ai commencé mes pubs Amazon, quand j'essayais d'ajuster, je dépensais plus que ce que je gagnais. Et puis après, avec les mots-clés, etc., j'ai commencé à mieux maîtriser le truc. Et maintenant, le retour sur investissement est bon. D'accord. Tu as parlé de ta newsletter. C'est quoi l'intérêt d'en avoir une? Et surtout, est-ce que ça s'inscrit un peu dans l'univers, un écosystème Eddy Sardan ou est-ce qu'il y a une stratégie un peu business derrière? Alors, c'est un peu horrible à dire, mais il y a une stratégie un peu business derrière tout ce que je fais. C'est normal. En fait, il y a le côté artistique, mais il y a aussi le côté business quand on est indépendant, parce qu'encore une fois, c'est une entreprise. Et ma newsletter, je l'ai lancée pour plusieurs choses. Déjà parce que ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, ça ne nous appartient pas. Et dans le sens où si Meta décide de fermer mon compte Instagram ou TikTok décide de fermer mon compte Instagram du jour au lendemain, je perds tout. Et du coup, mes abonnés, c'est possible, ça peut arriver. Et alors que les contacts que j'ai sur ma newsletter, donc pour être transparente, je suis à peu près à 1000 contacts. Ce sont des contacts que j'ai, que je peux garder. Je peux sauvegarder les adresses email, etc. Ils m'appartiennent, entre guillemets. Et du coup, ça, c'est un côté plus rassurant. Et en plus, sur Instagram, ce qu'on voit quand on analyse ces chiffres, c'est que par exemple, si on a 10 000 followers, ce n'est pas mon cas, mais si on a 10 000 followers, il n'y a pas 10 000 personnes qui voient nos posts. Il y a peut-être il y a peut-être 1000 personnes qui voient nos posts selon le ratio qu'on a, alors que la newsletter, elle a un taux d'ouverture qui est quand même hyper élevé. Le taux d'ouverture, je sais pas si... Oui, c'est définir le taux d'ouverture. En tout cas, il y a plus de gens proportionnellement, il y a plus de gens sur les 1000 personnes que j'ai dans ma newsletter qui ouvrent mes emails, qui les lisent et qui cliquent éventuellement sur les liens qu'il y a dedans, qu'il y a de gens où j'ai plus de followers sur Instagram, mais il y a moins de gens qui voient mes posts sur Instagram. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai créé ma newsletter. Et puis aussi parce que c'est un espace où je raconte un peu des trucs un peu random parfois, toujours en lien avec l'écriture, mais où je livre beaucoup plus de choses personnelles que sur mes réseaux sociaux. D'accord. Donc c'est vraiment un espace privilégié pour créer une proximité avec ta communauté. Ouais. Et je trouve l'aspect business derrière, il est où? Il est juste sur le fait de garder un contact? Alors non, parce que du coup j'ai ces messages-là qui sont plus entre deux sorties de romans, qui sont plus sur ce que je suis en train d'écrire, sur mes doutes, sur des retours sur les salons, etc. Et par contre en sortie de roman, quand j'ai vraiment un produit à promouvoir, là c'est vrai que j'entre plus dans une communication de vente. Voilà, j'essaye de faire ça de façon intelligente, pas acheter, mais on va pas se mentir, je leur dis le roman est sorti ou le roman va sortir, je leur offre les premiers chapitres en avant-première, ce genre de choses
chose pour leur donner envie d'acheter le roman au final. Bien sûr. Et est-ce qu'il y a est-ce que tu as pensé à d'autres moyens de financer ta carrière d'auteur autre que de roman ou pas? Notamment, moi je pense souvent à du merch. Oui, alors pour l'instant non, parce que du coup les autres choses pour lesquelles je peux être rémunérée, c'est la participation justement notamment à des salons, mais dans ce cas-là, ça fait partie, on est un peu dans le même, dans la carrière d'auteur. J'ai, tu vois, tu parles de merchandising, alors c'est un secret encore un peu, mais pour la sortie de mon prochain roman, je prévois des packs, un pack en fait, avec le livre et des goodies, notamment des illustrations, etc. Et du coup, ça va me permettre peut-être de toucher d'autres personnes qui sont intéressées aussi par tout ce qui va autour du livre. Ça va me permettre aussi d'avoir du joli contenu pour Instagram, que les lectrices et les lecteurs aient envie de montrer le roman. Enfin, en fait, j'essaye de diversifier aussi un peu ce que je propose, tout en restant pertinent avec de ne pas trop m'éloigner de ce que je vends. Mais pour l'instant, c'est vrai que mes revenus sont à 99,9% ceux de la vente de mes romans. Et une autre question, est-ce que cette vision business un peu de l'art, donc de se dire que oui, il y a un marché, il y a des besoins, il y a une demande, est-ce qu'elle est nécessaire qu'on ait, alors peut-être pas auteur traditionnel encore une fois, mais auteur auto-édité ou pas? Est-ce qu'on peut s'en passer? Non. Pour moi, clairement, la réponse est non. Et ceux qui disent oui, je sais pas je sais pas comment ils font pour vendre leurs romans du coup. D'accord. Mais déjà, en maison d'édition actuellement, moi, des retours que j'ai des autres auteurs et de ce que je vois même, il faut être proactif soi-même. Alors qu'en maison d'édition, quand on cède ses droits, c'est la maison d'édition qui fait la communication. Mais souvent, les maisons d'édition ont tendance quand même à demander aux auteurs d'en faire une petite partie, d'ouvrir un compte Instagram, de parler un peu de la sortie de leur roman. Donc, même en maison d'édition, il y a une partie qui est minime, mais qui est quand même demandée, proposée par les maisons d'édition à l'auteur. Et en auto-édition, pour moi, l'auto-édition, c'est que si tu auras beau écrire un chef-d'œuvre, si tu dis pas aux gens qu'il existe ton chef-d'œuvre, personne ne l'achètera. Donc, en fait, si tu écris, mais que tu fais pas de communication, de marketing, du coup, pour moi, ça n'a pas de... c'est très bien, tu auras écrit ton livre, mais il n'y aura pas de vente derrière. Donc, si ton objectif, c'est juste d'avoir sorti ton livre et qu'il soit disponible pour les gens qui tomberont dessus par hasard, tant mieux. Si tu veux que ce soit un livre qui sera lu, pour moi, la communication, c'est indispensable. D'accord, mais du coup, tout à l'heure, on parlait, notamment nous, ce qu'on essaie de faire sur Vitanova, c'est de créer de la valeur. Comment est-ce que toi, tu arrives à te créer une communauté? C'est quoi tes deux vies que tu actives pour avoir... Donc il y a la publicité, mais d'autres vies que tu actives pour avoir plus d'abonnés sur Instagram ou TikTok? Pour le nombre d'abonnés, ça va être donc la publicité quand c'est nécessaire, sur des posts pertinents. Ça va être le contenu régulier, le contenu... J'essaye de faire... En fait, pour moi, un peu pour que les réseaux sociaux grossissent un peu par eux-mêmes, il faut poster régulièrement. Et il faut poster du contenu que nous, on aura envie de voir, en fait, qui nous interpellerait quand on scrolle. Et du coup, c'est ce que j'essaye de faire. Après, c'est vrai que pour ma newsletter, par exemple, qui est qu'on peut un peu classer dans la partie des réseaux sociaux, même si c'est pas un réseau social, mais dans la partie communication, en tout cas, je sais, et pareil pour les réseaux sociaux, dans tous mes livres, il y a un QR code, par exemple, qu'on peut scanner pour rejoindre ma communauté. Et puis j'offre, du coup, par exemple, si on rejoint ma newsletter, j'offre les 3 premiers chapitres de tous mes romans, plus une nouvelle exclusive. Enfin voilà, j'essaye d'inciter les gens à rejoindre de cette façon-là. Par rapport à ta communauté, est-ce que tu penses avoir atteint peut-être le point de saturation de ta niche, où il y a encore des personnes à conquérir? Ah non, j'espère pas. Okay. J'espère qu'il y en a d'autres. Et c'est surtout que je pense que le genre de la cozy fantasy est en train de conquérir un lectorat plus large. Je pense ça parce que j'ai vu des grosses maisons d'édition récemment qui sortent des romans de cozy fantasy. Et souvent, quand les grosses maisons d'édition s'y mettent, c'est que elles sentent que... Voilà, parce que c'est des business aussi. Donc, elles sentent qu'il y a un filon qui va exploser un peu, quelque chose qui va arriver. Donc, je pense qu'en France, on en est un peu au début. Il y a plein de gens qui connaissent pas, même des lecteurs d'imaginaire qui connaissent pas ce sous-genre. Donc non, je croise les doigts, mais j'espère que j'ai pas atteint tout le public que je pouvais atteindre et que ça continuera, que le fait que la cozy fantasy se démocratise continuera permettra de me faire connaître davantage encore. Donc c'est le moment ou jamais, quoi. Oui, faut y aller. c'est maintenant. Ok, super. Et pour toi aujourd'hui, c'est quoi ton plus gros actif?
C'est-à-dire C'est-à-dire l'asset encore toujours d'une vision business, mais que tu peux de plus exploiter pour la suite. Dans mes romans, parmi mes romans Non, parmi ton Instagram, ta newsletter, tes romans, ton univers, ta DA, ton nom, ta marque. Bonne question. Je pense qu'en fait, chaque élément, en fait, a son... Enfin, en fait, il n'y en a pas un qui se démarque particulièrement des autres. Je pense qu'ils fonctionnent tous un peu en symbiose, que si je laisse complètement tomber les réseaux sociaux, ça veut dire que j'aurai peut-être aussi potentiellement moins de gens qui verront ma newsletter. Donc, en fait, je pense que tous fonctionnent ensemble et j'essaye justement de les faire fonctionner ensemble. Et après, par exemple, TikTok et Instagram, je sais que c'est pas le même public, donc je suis sur ces deux réseaux pour toucher un public un peu plus large, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait un truc, un élément qui pousse vraiment les autres. Je pense qu'ils fonctionnent vraiment tous ensemble. Ok, je vois. Et juste pour revenir encore par ta newsletter, parce que moi je trouve ça super intéressant, donc j'ai vu sur ton site web que l'un des avantages d'être inscrit à ta newsletter, c'est aussi de participer un peu à l'écriture du roman. Ouais. Peut-être que je me trompe. Si, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer la démarche derrière ? Alors, en fait, je propose... j'estime que les gens qui font l'effort, entre guillemets, de s'abonner à une newsletter de quelqu'un, d'un auteur en l'occurrence, c'est que... Enfin, je veux dire, c'est quelque chose c'est un signe de confiance quand même. C'est pas juste... Je trouve que ça implique plus que, par exemple, juste s'abonner sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. Et du coup, j'estime que ces gens-là, j'ai envie de leur offrir plus que ce que un follower Instagram, par exemple, peut avoir. Même si c'est très bien, les followers Instagram. Mais, et du coup, j'ai envie de leur proposer souvent des contenus en exclusivité ou des infos en avant-première ou, par exemple, de participer un peu à la construction de mes romans. Ça va être, par exemple, de m'aider à choisir un nom de personnage. Okay. Donc, je leur dis, voilà, j'ai tel type de personnage en tête, c'est voilà... une fée, j'en sais rien, dans mon univers ça peut être n'importe quoi, tel type de caractère, j'ai 3 prénoms en tête, lequel vous préférez, ou le nom d'un lieu, ou ce genre de choses. Et en fait, du coup je les fais voter par retour de mail ou par sondage directement dans l'email, et je choisis celui qui a eu le plus de votes. Super intéressant, très, très satisfaisant j'imagine aussi pour le lecteur de pouvoir participer à un univers qu'il apprécie. Dernière question, je pense en tout ce qui concerne la communication. Aujourd'hui, on entend beaucoup dire que le BookTok, le Instatok... Bookstagram. Les termes. les termes un peu fancy sont un peu toxiques. Toi qui es quand même pas mal dessus, t'en penses quoi ? Est-ce que t'en as avis dessus ? Alors oui, moi je trouve que les réseaux sociaux sont toxiques en général. Mais en effet, en fait, Bookstagram, donc la partie consacrée à la littérature, aux livres sur Instagram... Déjà, moi, quand j'ai découvert l'existence de ça, il y a plusieurs années, mais c'est énorme, en fait. C'est vraiment, ça rassemble des millions de personnes. Et du coup, c'est des millions de personnes à travers le monde qui donnent leur avis. Enfin, le fait de donner son avis, c'est très bien. Mais c'est aussi donner son avis parfois sur des choses... en fait, c'est comme ça sur tous les réseaux sociaux, Bookstagram ou d'autres sujets sur Instagram. Mais parfois, il y a des polémiques autour de sujets qui ne devraient pas être des polémiques. Il y a des auteurs qui, il y a eu beaucoup de choses par rapport à l'IA, du harcèlement d'auteurs, du harcèlement d'illustrateurs soupçonnés, entre guillemets, d'utiliser l'IA. Enfin, il y a en fait, tout prend, sur les réseaux sociaux, tout prend une ampleur énorme, alors que parfois, ça en vaut vraiment pas le coup. Et tout le monde doit avoir son opinion tranchée sur tel ou tel sujet, alors que parfois, tu as le droit aussi d'hésiter, de pas savoir forcément, de changer d'avis, de plein de choses. Et moi, je trouve que les réseaux sociaux sont un peu toxiques dans le sens où il y a le jugement permanent et tout le monde se regarde un peu, tout le monde est un peu en compétition les uns avec les autres. Et en même temps, il y a aussi le côté très positif qui fait que moi, j'ai des lecteurs qui m'écrivent, je leur réponds toujours avec grand plaisir. Il y a un contact direct, il y a des retours directs. Et pareil sur ma newsletter, si on me répond, je réponds toujours. Enfin voilà, c'est super cool de recevoir des retours directs. Donc, disons que moi, je trouve que les réseaux sociaux, ça prend beaucoup d'énergie, mais c'est indispensable. Oui, bien sûr. On parlait d'IA. Ouais. On en a parlé aussi tout à l'heure avant l'enregistrement. Tu en avais un peu touchy dessus, enfin touchy, en guillemets, mais qui va un peu à contre-pied du discours dominant et même de la chasse aux sorcières parfois qu'il y a eu, tu as dit des harcèlements sur les illustrateurs, sur les auteurs.
Toi, t'en penses quoi? Alors, moi, je pense que... Bah, pareil, c'est un sujet, je reviens un peu à ma réponse précédente, c'est un sujet sur lequel j'ai pas un avis très tranché. J'ai un peu du mal à me positionner, mais ce que je crois, en tout cas, c'est qu'on peut pas aller contre. C'est comme on n'a pas pu aller contre Internet, comme on n'a pas pu aller contre les ordinateurs versus les machines à écrire. Enfin voilà, c'est un grand changement sociétal et il faut faire avec. C'est là. Et maintenant, c'est plus qu'est-ce qu'on en fait. Et en fait, moi, d'un point de vue donc d'autrice, j'utilise ChatGPT. Voilà, ne me jetez pas de pierre, j'utilise ChatGPT. non, mais j'utilise ChatGPT comme assistant. C'est-à-dire qu'en fait, ça me fait gagner un temps fou sur des recherches parfois qui m'auraient mis beaucoup plus de temps, enfin j'aurais mis beaucoup plus de temps à croiser des sources, etc. Mais alors, attention, pareil, sur des recherches où j'ai pas besoin d'un truc ultra précis, où j'ai pas besoin que ce soit ultra vérifié, etc. Plus, par exemple, je sais pas, pour donner un exemple, comment s'habiller un homme de 30 ans en 1820 d'une classe bourgeoise. Enfin voilà, en fait, ce genre de choses. Si ChatGPT même fait une petite erreur, c'est pas bien grave. S'il a une cravate au lieu d'un nœud papillon, enfin j'en sais rien, c'est pas dramatique. Il y a plein d'anachronismes dans les livres. Donc voilà, c'est ça. Mais parfois, je sais qu'il y a des sujets dans certains livres qui méritent vraiment d'être ultra précis, ou sinon ça n'a pas de sens. Donc j'utilise pour ce genre de choses, pour m'aider dans la recherche ou pour savoir... Enfin, vraiment, je tape des choses très, très random dans ChatGPT parce qu'en plus, vu que j'écris de l'imaginaire, il y a des choses qui sont vraiment improbables. Et je l'utilise aussi comme assistant, plus pour tout ce qui est organisation et calcul. Donc, je suis très nulle avec les chiffres, c'est pas du tout mon truc. Et ChatGPT me fait des calculs. On parlait des publicités tout à l'heure, par exemple. Si je lui donne mes résultats de publicité, il va me les analyser en 5 secondes, ce que moi, j'aurais passé une demi-heure, pour être une heure peut-être, à faire toute seule. Donc pour moi, c'est un outil en fait qui peut être vraiment utilisé de façon pertinente et qui peut être un vrai gain de temps. À titre personnel, je l'utilise pas du tout pour l'écriture parce que, en fait, moi j'aime écrire. Enfin, j'ai envie d'écrire mes romans. Même si tout à l'heure je disais que c'est dur, que parfois c'est chiant, j'ai quand même envie de les écrire et j'ai envie que le résultat final ce soit moi qui l'ai écrit. Donc je l'utilise pas pour l'écriture. Mais je l'utilise pour tout ce qui est aide, comme un assistant, c'est ça. Ok. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. Tes projets éventuellement pour 2026 et 2027, vu que 2026 est entamé. 2026, je ralentis un peu le rythme parce que j'ai sorti 4 romans en 2025 et tu parlais du rythme d'écriture tout à l'heure, ça a été très fatigant quand même. Du coup, je sors 2 romans normalement 2 romans sont prévus en 2026, un bientôt vers juin et un plutôt en fin d'année. Beaucoup d'événements aussi, comme je disais, 6 ou 7 événements, des gros salons et des petits événements. Et puis après, en 2027, peut-être campagne Ulule, peut-être plein d'autres projets, mais c'est pas listé qui manque en tout cas. Éventuellement, bien sûr, une campagne Ulule. On peut te retrouver sur Instagram et TikTok. C'est ça. 2 dernières questions avant pour la route. Une question que je vais te poser dès le début. Pourquoi est-ce que tu as commencé à écrire? C'est quoi ton moteur? C'est parce que j'avais des choses à exprimer. En fait, je suis quelqu'un de très anxieux, qui avec un cerveau qui part, un esprit qui part un peu toujours sur plein d'autres sujets. Et en fait, écrire, ça me canalise beaucoup. Et c'est une sorte de thérapie un peu. Ça me procure... ça me permet de mettre mon cerveau un peu en off, de me focus sur autre chose. Et puis, parce que j'adore écrire, j'adore lire et j'adore les livres. Et c'est pour ça que j'ai commencé à écrire. Et c'est beau. Oui. Quel est le conseil que tu donnerais à une personne un peu plus jeune que toi, ou même de ton âge, qui rêverait d'avoir ton parcours, parce que tu as un parcours quand même exceptionnel, assez dingue, pour pouvoir vivre de sa plume, parce que c'est assez rare, auto-éditer son livre? Je lui dirais de se former, de ne pas hésiter à se former, de ne pas hésiter à utiliser les outils qui sont à sa disposition pour se faciliter la vie, et de ne pas se décourager, mais en même temps d'avoir les pieds sur terre, c'est-à-dire si quelqu'un veut vivre de sa plume, pour moi, il faut quand même gérer ça comme un business avec un business plan, avec des coûts, avec des dépenses, et de garder sa passion pour l'art, pour l'écriture, et en même temps d'apprendre et de se former sur la partie business et de s'y tenir. D'accord. Merci beaucoup, Élise. Merci à toi.
podcast très, très enrichissant et qui nous a permis de découvrir cette Cozy Fantasy. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast.